Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie de Loïc Le Jaloux, qui est traducteur, et nous allons parler du coup de son métier pour en découvrir un petit peu plus. Donc on va commencer simplement. Loïc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Loïc Le Jaloux, j'ai 29 ans. Je suis traducteur depuis bientôt 6 ans. J'ai mon entreprise LGL Translations en 2019. Et puis, je suis traducteur littéraire et correcteur. Donc, du coup, j'ai traduit Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent en 2023. Les Braises de la Guerre, qui est sorti en juin dernier, toujours de Carissa Broadbent. Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, qui est sorti le mois dernier. Oui, en septembre. En septembre. Voilà, et puis d'autres chez Bookmark qui arrivent bientôt, et puis nouvellement, récemment, chez Roncière, depuis mai 2024. Donc des projets à venir en en 2025. Projets et après, avec des petites surprises, tout ça. Alors, on va commencer par la partie sur la motivation et ton parcours, Oui. pour te connaître un petit peu mieux et voir comment tu en es arrivé là. Est-ce que tu as toujours voulu être traducteur ou correcteur? Toujours peut-être pas, mais très très vite, vers 14 ans à peu près, parce que j'ai toujours beaucoup aimé lire. Alors après, traducteur littéraire, pas forcément, en tout cas pas tout de suite. J'ai aussi été traducteur audiovisuel, donc voilà. Là en ce moment, je me concentre sur la traduction littéraire, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dès le début et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, oui, parce qu'à 14 ans, voilà, on peut dire toujours. Et du coup, la place de la correction dans tout ça, c'est venu... Alors, la place de la correction, ça a été parce que quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai pas eu directement le pied dans la traduction. Donc, le monde de l'édition, il faut mettre un pied dedans. Ce pied-là a été la correction. Activité que je continue encore aujourd'hui, même si elle est passée en second plan. C'est deux activités qui se complètent bien, donc voilà. Et l'une enrichit l'autre, je pense. C'est ça, exactement. Puisque tu savais dès tes 14 ans que tu voulais faire ce métier-là, Oui. as-tu suivi une formation particulière? Ah oui, obligé. Alors j'ai commencé par une LCE anglais, où c'était de l'histoire, de la littérature, donc déjà très axé littérature. Donc c'était un peu écrit dès le début. Et puis après j'ai fait un master traduction anglais-espagnol, où là c'était vraiment tous les sujets différents. J'avais du scientifique, j'avais du juridique, du technique, j'avais bien sûr de la littérature, de l'éditorial, enfin j'avais plein de choses. Et c'est après ça que j'ai décidé de me lancer en tant que traducteur, et après traducteur littéraire. Et du coup, comme tu as commencé par faire de la correction, quel a été ton premier projet de traduction? Alors le premier projet de traduction, si on parle de façon globale, ça a été pour une brochure d'une entreprise qui faisait des panneaux photovoltaïques, il me semble. Donc voilà, c'était un tout petit projet, et puis voilà, donc ça c'était vraiment le tout premier projet en tant que LGL Translations. Après j'ai fait beaucoup de choses avant aussi, j'ai sous-titré des sitcoms méconnus et inconnus qui étaient déjà très vieilles à l'époque. J'ai fait de la voice-over, donc adaptateur audiovisuel en voice-over sur plein de choses. Et puis après, donc maintenant, depuis quelques temps, vraiment que des livres. Mais j'ai vraiment fait beaucoup de choses très différentes depuis mes 20 ans. Je crois que j'ai dû commencer professionnellement la traduction à 20 ans. Mais c'est super complet parce que du coup... C'est vrai que tu te contentes pas uniquement de traduire des livres, et surtout pour rentrer dans le métier, on voit que c'est quand même plutôt intéressant d'être ouvert à pas mal de choses. C'est très à la mode de dire ça, mais d'être un peu couteau suisse aussi, de pouvoir faire plein de choses et de pas se cantonner à une seule chose. Et je pense que les études, par exemple, de ne pas avoir fait un master de littérature, enfin un master traduction littéraire tout seul, ça m'a aussi donné peut-être plus d'options pour voir plus de choses et pouvoir les utiliser aussi, parce que tout ce qu'on fait, on peut l'utiliser. Donc on va maintenant passer au processus de traduction. Il y a pas mal de questions dans cette catégorie, parce que je pense que c'est vraiment le cœur de ce métier, et c'est ce qui intrigue. C'est tout ce que l'on ne connaît pas et qui est un peu caché de ce métier, dont on a juste le résultat final en fait. Donc, la première question que j'ai à te poser, c'est combien de temps faut-il en général pour réaliser une traduction complète?
Okay. Alors plus peut-être en nombre de mots traduits, parce que je pense que ça varie complètement d'un livre à un autre. Alors en nombre de mots traduits, moi je suis à 5000 mots par jour, ce qui fait à peu près un livre, on va dire qu'un roman de base c'est 50 000 mots. Donc 50 000 mots c'est 2 semaines à peu près. C'est énorme, 5000 mots par jour. C'est intense. C'est intense, mais après, je vais pas mentir, hein. Au début de ma carrière, au début où j'ai traduit ne serait-ce que Le Serpent, j'étais pas à 5000 mots par jour. C'est après, on prend l'habitude. La traduction, c'est comme tous les métiers, c'est une gymnastique de l'esprit, une gymnastique de aussi certaines choses un peu plus précises qu'on va avoir au fur et à mesure. Voilà, après on est de plus en plus rentable au fur et à mesure, mais voilà. Là, en ce moment, c'est à peu près 5000 mots par jour. J'imagine qu'il y a aussi la vitesse d'écriture au clavier que tu as. Oui, ça compte. Est-ce que tu as fait des cours de dactylo pour taper plus vite ou des choses comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Juste l'entraînement. Ouais. Combien de fois relis-tu le texte original de la traduction avant de le rendre? Et puisque tu es à la fois correcteur et traducteur, est-ce que tu peux préciser les différences entre les deux? Est-ce que toi, ça t'apporte justement d'avoir ces deux casquettes? En termes de lecture du bébé original, je traduis en fait en même temps que je le découvre. Donc il n'y a pas de lecture préalable. Donc voilà, il y a le premier jet de traduction. Après je relis ma traduction pour être sûr que tout va bien, que les phrases sont bien formées, que c'est bien écrit, qu'il n'y a pas de mots qui manquent. Après on a tout ce qui est relecture de la trad par une autre personne. Donc là on peut le relire plus ou moins. Donc on va dire peut-être... une relecture et demie. Allez. D'accord. Voilà. La ligne un peu en diagonale. Voilà. Pour ce qui est de la correction, ça se complète. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment c'est complémentaire. C'est une façon de se mettre... c'est un peu comme quand on est devant la caméra et derrière la caméra. En tant que traducteur, on va être devant la caméra, c'est nous qui allons écrire de A à Z le texte. Après, en tant que correcteur, on est là pour aider l'auteur, donc peut-être faire des petits commentaires pour l'aider à embellir quelques phrases, ou voilà, et puis corriger tout bêtement les fautes de frappe, les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe. La correction m'a beaucoup aidé en traduction, parce que on a l'habitude, on est amené à lire plein de textes, à prendre connaissance de plein de choses, et à aussi gagner un style d'écriture qui nous est propre pour la traduction, et ça c'est important aussi d'avoir une identité propre en tant que traducteur. Et justement, puisque tu parles d'identité propre en tant que traducteur, comment tu t'imprègnes du style de l'auteur pour le transcrire, traduire le texte, mais tout en gardant ta patte? C'est une question que je ne me suis jamais posée. Donc c'est quand même assez marrant, parce que je pense qu'en tant que traducteur, ça vient assez naturellement. Il faut savoir que quand vous lisez une traduction, vous lisez bien sûr l'auteur, vous lisez l'histoire de l'auteur, mais vous lisez beaucoup du traducteur. Parce qu'on dit souvent que traduire, c'est trahir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on change complètement le fond de l'histoire, parce qu'on va être très fidèle au fond de la chose, du propos. Mais moi, je dis souvent, on traduit des intentions, on ne traduit pas des mots. Donc, c'est l'idée générale qu'on va traduire, et forcément, l'anglais étant une langue différente, avec une culture différente, nous on traduit pour un lectorat cible. On ne peut pas se permettre d'être hyper collé au texte. Donc, du coup, notre style à nous va parfois, par moment, prévaloir sur le style de l'auteur, et puis par moment, on va préférer privilégier le fond. Ça dépend. La forme, le fond, ça dépend. On ne s'imprègne pas vraiment du style de l'auteur, parce qu'en fait, on est des êtres humains nous aussi, et il va forcément y avoir notre patte en tant qu'être humain et traducteur. D'accord. Donc, même si tu as ta propre manière de traduire, c'est vrai que parfois, il y a des expressions idiomatiques qui sont intraduisibles directement en français. Comment tu te débrouilles dans ces cas-là? Encore une fois, en fait, c'est toute la beauté de la traduction, c'est-à-dire que, je vais reprendre l'expression que j'ai utilisée, on traduit des intentions et pas des mots. Donc là, c'est pareil, une expression idiomatique dans une telle langue veut dire quelque chose. Si on ne peut pas la traduire littéralement, il va falloir extraire la substance de cette expression
pour pouvoir en retirer le sens et nous se dire, ok, en français, comment on passe l'idée en fait de cette expression. Donc effectivement, ça arrive, parfois on n'a pas des expressions qui existent en français, ben, on se dit, ah, ça veut dire plus ou moins ça, donc on va partir sur cette idée, et puis le tout c'est de faire quelque chose qui soit agréable à lire. Donc parfois il vaut mieux préférer la beauté du texte, la fluidité de la langue, à essayer de coller vraiment à quelque chose qui corresponde à 100%, parce qu'en fait ce n'est pas possible. Une traduction ne peut pas être un rendu copier-coller de l'original, parce que sinon il n'y aurait pas de traduction. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi remarqué sur des noms propres d'univers de fantasy, par exemple? Il me semble avoir à peu près toujours traduit les termes. Par exemple, je sais que dans Serpent descendant de la nuit, c'était Nightborn. C'était le radical born, que moi j'ai traduit en descendant, parce qu'on a une idée avec la déesse. Donc on a une idée de filiation. Donc descendant de... donc ça par exemple c'est des termes qu'on traduit. C'est vrai qu'on traduit souvent les termes parce que là c'était dans un aspect anglophone, on va dire. Bloodborne, bon c'est de l'anglais, mais si c'est quelque chose de très fantasy avec un terme vraiment inventé de toutes pièces et qui n'a aucune racine latine, anglophone, qu'importe, dans ce cas-là non, on ne traduit pas parce qu'il n'y a pas d'idée particulière derrière ce terme. En fait, ce qui est intéressant dans les termes qu'on va traduire, c'est si ça renvoie une idée. Oui, là, si ça mène à la compréhension. Voilà. C'est-à-dire que de traduire Nightborn et de le laisser comme ça, un lecteur français qui ne parle pas anglais, il pourra peut-être pas saisir l'idée. Oui, donc c'est ça qui est intéressant dans la traduction des termes. Alors du coup, puisque tu me dis que sur les traductions dans les univers de fantasy, voilà, il y a des termes qui leur sont propres, que tu gardes, d'autres que tu modifies en fonction du sens qu'ils ont. Est-ce que pour toi, il y a un genre littéraire qui est plus difficile à traduire que d'autres? Et si oui, pourquoi? Alors je pense que le mot-clé c'est pour toi, parce que c'est très intime cette question, enfin c'est une question de sensibilité. Je pense qu'elle ne se répercute pas sur tous les traducteurs. Ça. Et moi qui ai un esprit très artistique, très littéraire et presque pas scientifique, la science-fiction ce serait vraiment très compliqué pour moi parce que justement la science-fiction, on mêle la réalité de la science qui peut parfois être très poussée avec un imaginaire, et donc il faut arriver à trouver le bon milieu entre les deux, chose que je serais incapable à mon humble avis. Avec en plus un côté futuriste dans lequel il faut se projeter. Effectivement, et donc du coup vraiment la science-fiction et la romance historique, qui pour moi est vraiment très difficile parce que c'est tout un univers, c'est vraiment une façon de parler, d'agir qui est vraiment, voilà, c'est un français qui n'est pas le français qu'on peut voir dans d'autres livres, et donc c'est vraiment deux univers où je me sentirais pas forcément à l'aise. Mais après, d'un traducteur à l'autre, je pense que la réponse varie. Complètement. Ouais. Et je pense que pour la romance historique, en plus, il faut avoir des connaissances en histoire, enfin, au moins de l'époque qui est concernée, connaître les mœurs, les manières de s'exprimer, c'est pas forcément évident. Donc c'est un peu propre à chacun en fonction de leurs compétences. C'est tout l'intérêt, parce que ça permet d'avoir une diversité de traducteurs. C'est aussi tout l'intérêt en tant que traducteur, savoir poser ses limites et savoir dire non, là je me sens pas de faire ce projet là parce que, en gardant à l'esprit que l'important en fait c'est la réussite du projet et le plaisir que va retirer le lecteur en lisant. Je crois qu'on va en parler un peu dans la partie d'après. Je m'avance pas trop alors. Puisqu'il y a des genres littéraires qui te sont plus propices que d'autres, est-ce que tu as eu des défis ou des difficultés à relever lors de tes traductions? Et si oui, quels étaient-ils? Et as-tu mis en place des rituels qui ont pu t'aider justement pour surmonter ces moments-là? Alors le défi, le gros défi, ça a été avec Serpent et le Descendant de la nuit, parce que quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de fantaisie. Mais j'ai eu un petit peu une overdose de fantaisie. Et pendant des années, je n'en lisais plus, je faisais un blocage complet. Et quand chez Bookmark, on m'a proposé cette traduction et qu'on m'a dit c'est une romantasy,
bon, et que j'ai vu que voilà, l'aspect fantasy était quand même assez poussé. Oui, il y a un gros world building. J'ai dit, bon, ça va être un petit peu un saut dans l'inconnu comme ça. Et bon, je pense que en fait, toutes les romantasy, je mets à peu près une semaine pour me plonger dans l'univers. Voilà, pour bien comprendre les tenants, les aboutissants, politiques, géographiques. Donc ça, c'est vraiment le plus gros défi, mais qui n'est pas particulier à un seul livre. C'est-à-dire que c'est particulier au genre. Parce que là, par exemple, je suis en train de traduire une dark romance qui est plus contemporaine. Je n'ai pas le problème parce que on est dans notre monde, voilà. Donc j'ai eu moins de mal à me plonger dedans. Là, la fantasy, voilà, c'est vraiment se plonger dans le monde, mais après des défis en particulier, non, je pense que c'est vraiment propre. Par contre, là, à chaque livre, en fait, j'ai pas une mémoire assez bonne pour me rappeler sur le moment. mais voilà, non, le gros défi, ça va être ça va être se plonger dans la tête de l'auteur. Tout à l'heure, on parlait du style. Moi, je parlerais plus de se plonger dans la tête de l'auteur et savoir comment l'auteur pense et a construit son monde et ses personnages pour bien capter ce qu'il veut faire passer comme message. Je pense que c'est plus ça le défi d'un traducteur, en fait, c'est vraiment comprendre ce que je disais tout à l'heure avec les intentions, comprendre l'intention de l'auteur pour pouvoir le mettre dans un français qui soit joli à lire, agréable et qui trahisse pas le fond du propos. D'accord, mais avec ce temps d'adaptation, du coup, est-ce que tu as un peu plus à revoir sur tes premiers chapitres? Ça peut arriver que du coup, oui, pendant les premiers chapitres, il y a un peu plus de travail, ça se sent, mais c'est pour ça que c'est tellement important de se relire, parce que on ne peut pas être parfait dès le début, enfin même la deuxième fois, troisième fois, on n'est pas parfait, tout est perfectible. C'est un travail, et après c'est une habitude, on prend voilà, tu me demandais par rapport à mes habitudes, moi c'est vrai que je suis quelqu'un de très ritualisé. Je commence mes journées à la même heure, quasi, je finis toujours à la même heure, quasi. Donc j'ai un rythme, bien que je sois indépendant, j'ai un rythme presque du salariat, quoi. Mais donc ça aide, parce que j'ai vraiment l'impression d'avancer, j'ai besoin de savoir que j'avance. Donc voilà, ça aide par contre, de savoir que derrière il y a la relecture, que voilà, on n'est pas... Ces rituels se rassurent. Oui. Ouais. Mais du coup, parce que tu me disais que tu ne lis pas le livre avant de le traduire, tu découvres tout au fur et à mesure. Oui. Est-ce que lire au moins les premiers chapitres avant de commencer, ça t'aiderait pas justement à plonger dedans, ou t'as d'autres raisons qui font que tu préfères découvrir? En fait, c'est des raisons tout à fait, comment on pourrait dire, entrepreneurial, pragmatique. Ça va être sur la rentabilité, sur voilà, on va découvrir, et c'est pour ça qu'on se relie après, c'est parce que on connaît bien l'histoire, et peut-être que par exemple, là ça s'est pas posé pour Le Descendant de la Nuit, mais il y a eu d'autres traductions, notamment les Braises la guerre. Oui. Où en fait j'ai eu des noms de races de personnages, je sais plus comment ils appellent ça, qui me sont venus après. Le Solari de base n'était pas venu tout de suite comme ça, parce que j'avais pas percuté que en fait Solari c'était par rapport au soleil, truc tout bête, hein. Mais dans ma tête tout d'un coup ça avait tilt. Je dis mais Solaris par rapport au soleil. Et donc du coup j'ai changé ma traduction en cours de route. Donc oui, parfois on a des changements de termes qui parviennent comme ça au fur et à mesure. Après voilà, ça dépend des traducteurs, encore une fois, hein, j'ai des collègues qui ont besoin de prendre le temps de lire le livre pour bien s'imprégner et se rassurer. Je pense qu'encore une fois, tout est une question de se rassurer et de faire le travail le mieux possible pour chacun. Oui, c'est une manière de faire qui est propre à chacun. C'est ça. Tout, c'est que ça te convienne. Voilà. On va donc passer à la partie suivante, qui porte du coup sur les relations professionnelles, comment ça se passe avec les autres acteurs du monde de l'édition, parce que t'es pas tout seul à travailler sur un livre, loin de là. Avant ça, je voulais te demander quels étaient les avantages selon toi à être traducteur indépendant? La liberté. La liberté de pouvoir s'organiser, de pouvoir organiser du coup son planning, de pouvoir organiser ses journées, de ne pas avoir la pression de se dire de toute façon il faut que je fasse ça de telle heure à telle heure, et puis même si j'ai fini avant, il faut que je reste. Ça c'est quelque chose qui me stresse beaucoup, de se dire voilà, là je fais mes journées, je fais ce que j'ai à faire, moi je marche par objectif beaucoup,
Et ça, c'est un grand avantage. Aussi l'avantage de pouvoir diversifier aussi les clients. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pas forcément parce que il n'y a pas forcément de question d'affinité avec un client ou un autre, mais c'est le principe de voir aussi ce qui se fait ailleurs, comment on travaille ailleurs, et puis de diversifier ces échanges, et c'est toujours très enrichissant. Donc ça, c'est un réel avantage. Une liberté de rebondir, de saisir les opportunités qui s'offrent à toi. C'est ça. Dans un contexte tout différent, quand tu traduis une œuvre, est-ce que tu as des échanges avec l'auteur de l'œuvre que tu traduis? Si c'est le cas, de quelle manière ils peuvent t'aider? Alors, ça va aller vite. Non. Ok. J'ai pas d'échange avec les auteurs particuliers parce qu'il faudrait qu'il y ait un gros problème qui impacte la traduction. Par exemple, une incertitude sur comment l'intrigue va se dérouler et peut-être un rebondissement qui ferait que la question ne s'est jamais posée, et puis tout simplement parce que le client, techniquement, légalement, mon client, c'est la maison d'édition. Oui. Donc si j'ai une question, normalement, je suis plus censé me tourner vers la maison d'édition qui, elle, va se tourner vers l'auteur. Oui, donc en fait, voilà. Eux sont quand même à même, dans certains cas, si ça s'y prête, faire le lien avec l'auteur ou l'agent de l'auteur pour pouvoir justement... Après, soit l'auteur ne veut pas dévoiler certaines choses, soit elle répond à la question. Mais en tout cas, moi, le problème ne s'est jamais posé parce que ça s'est jamais posé. Mais par contre, du coup, tu as quand même des échanges avec la maison d'édition. Oui, tout à fait. Et je suppose qu'ils sont quand même réguliers. Est-ce que c'est des échanges qui vont être justement de nature à t'aider et t'aiguiller dans la traduction, ou c'est plus après sur le travail à rendre? Voilà, c'est très logistique, hein, mes échanges avec les maisons d'édition. Moi, je préfère appeler, c'est ce que je dis toujours, parce que les emails, c'est bien, hein, mais en fait, les échanges d'emails qui vont durer pendant des jours et des jours pour avoir une réponse simple, je préfère appeler, qu'on ait une petite discussion de 15 minutes, qu'on se cale un emploi du temps, un planning, se dire voilà, vous me donnez tel projet, d'accord, moi je vous le rends à telle date, et puis on se dit dans 1 mois et demi, peut-être 2 mois au téléphone pour le prochain projet. Et puis voilà, en fait c'est très logistique les échanges que je peux avoir, ce qui n'empêche pas que c'est toujours très agréable parce qu'on passe des bons moments au téléphone, on se raconte un petit peu le projet, comment je l'ai vécu, ce qui peut-être m'intéresserait ou des choses comme ça, mais ça reste très logistique. Oui, bien sûr, il y a un contact humain derrière, ça c'est sûr. Oui, et ça c'est très agréable. Du coup, tu parlais de délai pour rendre un projet ou ce genre de choses. Oui. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu as la main? Est-ce que tu peux dire, pour ce type de roman, le temps de mots, j'aurais besoin de tant de temps, ou parfois les délais sont un peu courts et tu te retrouves sous pression? En fait, on a, pour moi, en tout cas, encore une fois, c'est très, très subjectif, mais pour moi, on a toujours la main sur ce qu'on fait dans le sens où, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais que ce soit chez Roncière ou chez Bookmark, on a toujours été, quand on m'a présenté un projet, très clair sur le fait de ce livre, on veut le sortir à tel moment de l'année. On te le confie à tel moment, donc il nous faut un rendu à tel moment. Moi, si je vois que le délai est trop court par rapport à mes calculs des fameux 5000 mots par jour, etc., que je fais ma petite découpe de texte et que je vois que ça va pas le faire, soit je dis est-ce qu'on peut pas avoir une petite rallonge, soit je dis désolé, ce sera pas pour moi. En tout cas, je me suis jamais senti sous pression pour faire un projet, parce que même World Sky, qui va sortir un peu plus tard dans l'année, on m'avait dit ça nous arrangerait si tu le prenais, parce que c'est un projet urgent qu'on aimerait bien sortir dans l'année. Mais même celui-là, en fait, qui était urgent, j'ai pas senti la pression parce que je savais que ça rentrait dans mon planning. Donc je me suis jamais senti oppressé à l'idée de vite, il faut que je rende celui-là vite, et donc que j'aille plus vite que d'habitude. Et je pense qu'en fait, ça, c'est aussi à nous, en tant que traducteurs, de faire comprendre aux clients, si jamais la situation se pose, qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains, et que, en fait, on a notre rythme de travail optimal, et qu'au-dessus, la qualité s'en fait sentir. C'est pas toujours facile, mais si la maison et qu'il y a une bonne relation entre les deux,
je pense que ça peut s'obtenir. En tout cas, moi, le problème ne s'est jamais posé et j'espère que ça continuera comme ça. Je te le souhaite. Mais est-ce que parfois tu n'as pas des projets qui se chevauchent un peu, où les maisons d'édition arrivent à être suffisamment patientes pour que tu puisses finir un projet avant de passer au suivant? Non, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, et dans le sens où en fait je suis assez clair avec les maisons d'édition en leur disant je suis disponible à partir de telle date. Donc elles le savent et on fait en fonction en fait. Je pense que le principal pour avoir un planning bien construit, c'est vraiment d'être en capacité de parler avec la maison. Voilà, parce que rien n'est jamais immuable vraiment, à part si c'est des projets très urgents, mais on ne travaille pas tous les jours sur des projets urgents. Un problème de planning, ça peut arriver parce que peut-être un traducteur malade ou qui ne peut pas faire quelque chose qu'il devait faire de base. Ça peut arriver, mais ça n'arrive pas non plus tout le temps. Donc je pense que le mieux pour vivre bien la situation, que ce soit pour la maison, pour leur propre planning et pour nous, pour nos propres plannings, c'est de vraiment discuter, être très transparent sur ce qu'on fait. Et de toute façon, je pense que les maisons le savent, on est des prestataires de services, donc on a plusieurs clients, donc il faut se partager. Et à partir de là, quand on connaît les contraintes de tout le monde, c'est plus facile d'établir quelque chose qui soit cohérent et en accord justement avec chacun. De toute façon, c'est ce que je dis souvent, c'est une phrase qui revient souvent dans mes posts. La communication est la clé d'un projet réussi. Oui. Parce que on ne peut pas s'attendre à travailler avec autant de monde et ne pas communiquer. Il faut communiquer et c'est en communiquant qu'on trouve des solutions à des problèmes. La question suivante, c'est comment se passent les relectures? Justement, je pense qu'il y a un lien avec la communication aussi. Est-ce que c'est la maison d'édition qui s'en charge avec du coup des salariés au sein de la maison d'édition, ou est-ce que c'est délégué aussi à d'autres professionnels freelance comme tu l'es aussi? Alors moi pour l'instant, au niveau correction de mes propres traductions, je n'en ai eu que chez Bookmark, parce que pour l'instant on n'est pas encore à cette étape-là chez Roncière, puisque la collaboration est très récente. Mais chez Bookmark, il me semble, alors je ne veux pas parler au nom de la maison non plus, mais moi j'ai travaillé avec des prestataires de services. Je ne crois pas qu'il y ait de salariés qui fassent de la correction chez Bookmark. Peut-être je me trompe. Mais je pense que c'est des prestataires de services qui, effectivement, moi j'ai été moi-même prestataire de service chez Bookmark en tant que relecteur de trad, avant d'être traducteur chez eux. C'est relecture de traduction, donc avec une relectrice qu'on va dire anglophone. Et puis après, il y a 2 relectrices francophones qui passent chacune, je pense, une fois sur le texte. Donc ça fait 3 correctrices et 1 traducteur. Ouais, ça en fait du monde quand même. Oui, ça en fait du monde. On a du mal à imaginer un beau travail quand on lit un livre qu'il y a autant de personnes qui sont là juste pour le rendre accessible en français. Et puis après, il y a tout ce qui est imprimé. Oui, bien sûr. Oui, l'objet de livre, la vente, la commercialisation, c'est encore d'autres aspects. Ouais. On va parler de questions un peu croustillantes, mais pas trop. Plus d'un point de vue professionnel toujours, mais qui portent un peu plus sur la rémunération, parce que ce sont des questions qui intéressent grandement la communauté. Il faut dire que cette liste-là, elle vient des abonnés en partie, et c'était des questions qui revenaient beaucoup. Et du coup, je pense que vu qu'il y a beaucoup de mystères autour de tout ça, on va essayer de révéler certaines choses. Alors, tout d'abord, comment es-tu recruté pour traduire une œuvre? Et est-ce que c'est via des réponses à des annonces? Est-ce que c'est via ton réseau? Est-ce que tu contactes spontanément des maisons d'édition aussi pour faire connaître ton travail? Alors, souvent, moi dans mon cas, les maisons où j'ai été embauché, ça a été des candidatures spontanées, en tout cas pour la traduction. Après, en correction, ça peut être les salons du livre. Ça peut être, il y a une maison avec laquelle j'ai travaillé qui avait bien aimé mes posts et qui s'était dit « Tiens, il a l'air cool, on veut travailler avec ». Donc voilà, ça peut être tout un tas de prétextes différents. Mais pour la traduction, souvent, c'est des candidatures spontanées. Chez Bookmark, ça a été candidature spontanée. En tout cas pour la relecture de trad. Après quand j'ai travaillé chez eux en traducteur, on se connaissait déjà, donc voilà, la situation est un peu particulière. Par contre pour Roncière, ça a été une candidature spontanée, oui. Est-ce que tu penses
que à terme, le fait que tu communiques beaucoup sur ton métier, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, vous pouvez aller le suivre sur Instagram notamment. Venez, on s'amuse bien. Eh bien, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait t'aider à gagner en visibilité et peut-être à être repéré aussi par certaines maisons d'édition? Ou c'est pas du tout l'objectif? Peut-être. Alors, moi, l'objectif quand j'ai commencé mon Instagram, c'était bien sûr de me faire connaître, pas à grande échelle, mais voilà, je me suis dit si je peux gagner quelques clients par-ci, par-là. Mais j'en étais pas du tout là où j'en suis maintenant dans ma carrière. Et je m'étais dit, ça peut être sympa aussi de montrer le métier de traducteur. Souvent, j'allais sur les salons du livre et on me disait, je connais pas du tout cette partie de... Voilà. Donc les gens avaient plein de questions. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa aussi de un peu dépoussiérer l'image collective de ce traducteur qu'on a dans sa chambre ou dans sa cave, ou que sais-je, avec sa grande barbe et ses larousses. Voilà, montrer que en fait on peut être traducteur et aussi être sur les réseaux et faire partager en fait. Alors oui, après s'il y a de la visibilité, si ça m'apporte des projets, je vais pas être hypocrite, je vais pas dire oh non, pas du tout. Mais c'est pas, voilà, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup quand les lectrices viennent me voir et me disent ah ben j'adore ce que tu as traduit, j'ai passé un bon moment, comme ça a été le cas avec toi il y a quelques mois, qui m'a dit je passe un hyper bon moment, c'est hyper immersif. Voilà, moi j'adore ces moments là où en fait la lectrice peut mettre aussi un nom sur une plume, parce que c'est pas forcément un visage, parce que je me montre pas hyper souvent sur Insta, mais mettre un nom sur une plume et puis avoir des discussions, et puis s'il y a des questions, venir me voir, et puis on échange. C'est hyper intéressant parce que je vois que mon métier intéresse, et moi j'adore mon métier. Donc ça me fait plaisir que des gens s'intéressent à mon métier. Après, si ça peut venir avec des projets, si vous nous regardez, maison d'édition. Mais voilà, c'est pas le but. Voilà. Après, moi, je fais mes candidatures, je suis un petit peu les maisons, je vois un petit peu ce qui se fait, et je fais mes candidatures, moi, de mon côté. Mais après, voilà, j'aime bien montrer un petit peu ce que je fais, l'envers du décor aussi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, donc si vous voulez en savoir plus, vous savez où aller. Non, c'est super intéressant aussi que tu le vois comme une façon d'avoir un lien avec les lecteurs, parce que, en fait, parfois, en tant que lecteur, on sait juste pas où ni comment contacter une personne quand on a envie de lui partager notre ressenti sur une lecture. Il y a plein de fois où ça s'y prête pas, et il y a des fois où on a vraiment envie de le faire, et c'est intéressant d'avoir ce lien, d'être accessible. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir quand à la sortie du Serpent, je m'attendais pas à autant de retours et autant de j'ai adoré, ton travail était très bien. Ça m'a vraiment surpris parce que je me suis lancé là-dedans en me disant oui, ben, je fais mon travail et puis voilà, les lecteurs vont kiffer, j'espère. Mais je m'attendais pas à autant de retours et je suis très très content. Donc si vous faites partie de ces personnes-là, je vous en remercie vraiment. Parce que ça me touche beaucoup, ça donne un sens à ce qu'on fait et c'est très très important d'avoir un sens à ce qu'on fait, donc voilà. Tu as commencé à en parler au tout début de la vidéo. Oh, ça remonte. Ça remonte. Mais je t'avais dit qu'on allait en reparler. Quels sont les critères sur lesquels tu acceptes des projets de traduction? Alors, les critères, je dirais, c'est bête comme chou, hein, mais le tarif, déjà. Ce sera la question d'après. C'est quand même une grosse, un gros critère. Et puis après, comme je l'ai dit, moi, les seules choses dans lesquelles je ne me sens pas à l'aise, ça va être la science-fiction, la romance historique. Mais après, en soi, il n'y a pas vraiment de critères, parce qu'en fait, je pars du principe que je suis traducteur, mon métier c'est de traduire, on me donne un projet à traduire. Après, si j'aime le livre que je traduis sur le moment, tant mieux. Si je l'aime pas, en fait, ça n'a pas à rentrer en ligne de compte. T'es pas là pour donner ton avis. Voilà, le principal, c'est que les lecteurs qui lisent le livre après passent un bon moment parce qu'ils ont trouvé ça bien traduit et parce que j'ai réussi à retranscrire ce que l'auteur avait voulu communiquer. Mais après, on n'a pas forcément toujours les goûts de ce qu'on traduit.
Cette phrase n'est pas très française, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Mais voilà, on ne peut pas toujours tout aimer. Donc, j'ai pas de critères préétablis, vraiment, à part des choses très basiques et très logistiques. Alors, je sais que tu travailles sur un projet sur lequel tu traduis une dark romance. Oui. On va pas trop en dire parce que c'est à venir dans plusieurs mois. Mais est-ce que la question des trigger warnings s'est posée pour accepter ou non ce travail sur ce projet-là? Oui, j'en ai parlé longuement avec l'éditrice. Je lui ai dit ce que je refusais, entre guillemets, de traduire parce que ça me touchait et que je ne voulais pas traduire des romances, dark romances qui romanticisaient certaines choses. Requête ou demande qui a été très bien comprise. Et donc, oui, ça peut... Par contre, les trigger warnings, oui, peuvent faire en sorte que... voilà, parce que dans un livre, il y a toujours l'intention qui est derrière. Et si l'intention va contre mes valeurs, en fait, c'est pas tellement une question de... Bien sûr, je pourrais la traduire. Mais c'est plus le côté, je vais aider à la propagation de quelque chose qui va contre mes valeurs. Et tu y associes ton nom. Et j'y associe mon nom. Et c'est plus ça le côté qui me dérange un peu. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez Roncière, c'est qu'on a eu la conversation et ça a été entendu, ça a été compris. Et je travaille sur une dark romance qui, oui, certes, est dark, mais qui correspond à... enfin, je n'ai aucun problème à me dire, je vais avoir mon nom associé à cet ouvrage parce que, pour moi, certes, on est sur une dark romance où le bien et le mal sont un petit peu... Les frontières sont un petit peu brouillées, mais on n'est pas sur la romantisation de quelque chose, voilà. Qui te dérangerait. Qui me dérangerait personnellement. Donc, ou même quelque chose qui pourrait heurter ta sensibilité en tant que personne. Alors après, je pense qu'en tant que traducteur et correcteur, on est aussi beaucoup désensibilisé parce qu'on travaille sur tellement de choses. Mais c'est vrai que ça peut arriver et il faut en être conscient et il ne faut pas se pousser dans des choses qui pourraient nous mettre mal à l'aise ou nous traumatiser ou rouvrir certains traumatismes. C'est pas le but. Il y a peut-être un détachement différent avec le texte quand on le traduit plutôt que lorsqu'on le lit pour le plaisir. Oui, l'investissement personnel d'une traduction, alors, encore une fois, je ne peux pas parler au nom de tous les traducteurs, parce que je ne suis qu'un seul traducteur, mais moi, pour traduire, j'ai vraiment besoin de m'imaginer la scène, j'ai besoin de vivre la scène, pour me dire comment est-ce qu'on dirait ça en français, comment est-ce qu'on va retranscrire telle émotion au plus juste en français, et j'ai besoin de le vivre, j'ai besoin de m'immerger. C'est pour ça que je parlais d'immersion tout à l'heure. Il y a des scènes que tu n'as pas envie de vivre. Et il y a des scènes qu'on n'a pas envie, et c'est ok en fait. Mais du coup, c'est important d'être soi-même au courant de là où on ne veut pas aller. Pour pouvoir communiquer et pour justement communiquer avec la maison qui, voilà, en fait, c'est pas grave. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre qui peut-être n'aura pas les mêmes sensibilités ou pas dans les mêmes sujets. Mais encore une fois, en fait, tout revient à la communication, comme tu disais. Alors, ma dernière question concernant la rémunération, c'est comment elle est gérée? Dans le sens, est-ce que tu es payé en fonction du nombre de pages, de mots, du temps passé sur le projet? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte? Des redevances sur les ventes, ce genre de choses? Ça peut être au nombre de mots, ça peut être au nombre de signes. Donc c'est un tarif qui est convenu. Il y a aussi des redevances selon les ventes. Voilà, donc c'est selon les contrats qu'on signe. Normalement, on est censé avoir des redevances, oui. Mais non, on n'est pas payé à l'heure. On est vraiment payé au signe et au nombre de mots. Alors après, je veux pas m'aventurer sur des choses qui pourraient être fausses, mais peut-être que sur des sujets un peu plus pointus, peut-être que le tarif pourrait être un peu plus élevé. Ça, je sais pas, mais à voir. Mais en tout cas, c'est nombre de signes ou nombre de mots selon les maisons d'édition, et il y a des pourcentages sur les ventes, oui. D'accord. D'où l'intérêt justement pour toi de bien planifier le temps que ça te prendra pour pouvoir respecter des délais raisonnables en fonction du budget qu'on te donne. Voilà, en fait c'est tout un calcul de savoir combien mois il me faut à la fin du mois pour pouvoir vivre, et donc me dire il faut que je traduise, voilà, et sans m'épuiser
pour pouvoir donner un travail qui soit optimal chaque jour et un résultat qui vous plaise en fait. Encore une fois, c'est le but, c'est le client final, c'est le lecteur. C'est ce que je dis toujours, en fait, le lecteur est quand même le centre du monde de l'édition. Sans lecteur, il n'y a pas de monde de l'édition. Donc mon client, ça peut être la maison d'édition, là en l'occurrence Roncière, mais le client final, c'est vous. C'est vous qui allez acheter le livre, c'est vous qui allez en parler sur les réseaux, c'est vous qui allez mettre des commentaires sur Amazon et autres. Donc c'est vraiment à vous que ça doit plaire et en gros, hein, je rends des comptes à la maison, mais aussi à vous, parce que si vous décidez que vous voulez plus lire un certain traducteur, parce que vous êtes trop déçu de son travail, ça impacte le traducteur. Donc là, en l'occurrence, moi, parce que du coup, je me retrouve sans travail. Donc, très important de contenter le client direct et le client indirect, qui est vous, du coup. Pour cette fin de vidéo, nous allons parler de l'évolution de ton métier et surtout de l'impact des technologies dessus. Et en particulier, quand je pense à technologie, je pense à intelligence artificielle. Parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant dans notre monde et de plus en plus utilisé. Et on a tendance à penser que ça pourrait remplacer certains métiers. J'aimerais avoir ton retour là-dessus, à savoir, que penses-tu de l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction ? Et crains-tu qu'elle remplace des traducteurs humains ou penses-tu qu'elle puisse être un outil complémentaire ? Alors, je pense que l'IA, il ne faut pas nier son existence. Elle est là, elle existe, il faut faire avec, il faut composer avec. Faut faire attention à ce qu'on en fait, comme tous les outils en fait. C'est un outil qui peut nous aider, même nous, les traducteurs. Par exemple, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense qu'il y a un jour où ça viendra, où je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de m'imaginer la scène, de m'imprégner et de vivre. Et parfois, quand on a un peu de mal à s'imaginer la scène, c'est un peu compliqué. Je me dis, pourquoi pas utiliser ChatGPT ou autre et lui dire, est-ce que tu peux me générer cette scène-là pour que je vois un petit peu. Donc, en tant qu'appui, en fait. Mais il faut faire attention à ne pas exagérer la chose parce que l'IA, en fait, non, moi, ne me fait pas peur, je ne me sens pas menacé par l'IA, dans le sens où, oui, des gens font appel à l'IA, tout comme certaines personnes ne font pas appel à des correcteurs et publient des choses non corrigées. Donc ça me fait un manque à gagner. Est-ce que je me sens menacé par rapport à ça? Non, parce que je travaille avec des personnes qui ont à cœur de bien faire les choses. Et notamment la maison d'édition, il me semble, il y a une partie où je m'engage à faire la traduction de façon personnelle et à ne pas utiliser l'IA de façon abusive. Donc ça veut bien dire que la maison a à cœur de faire quelque chose de qualitatif. Donc les maisons ou les clients qui vont préférer se tourner vers l'IA, ce sera des clients avec lesquels de toute façon je n'aurais pas travaillé de base. Parce qu'ils ne partagent pas tes valeurs. Parce qu'ils ne partagent pas mes valeurs et que à ce moment-là, une collaboration n'est pas possible. Donc, je ne me sens pas spécialement menacé. Est-ce que je trouve ça dommage? Oui, c'est dommage. C'est dommage pour vous, surtout. Parce que, en fait, vous allez acheter un livre en toute bonne foi en vous disant « Ah super, c'est cette traduction que j'attendais tant » et là vous allez ouvrir le bouquin et « Ah c'est pas très très bien traduit ». Voilà, donc c'est dommage pour manquer de sentiments. Manquer de sentiments et puis parce que il y a toutes les nuances, l'IA ne peut pas encore peut-être bientôt, peut-être dans quelques années. Après, moi, il faut savoir que depuis que je suis jeune et que je dis que je veux faire traducteur, on me dit « Oh, mais d'ici que tu sois traducteur, l'IA t'aura remplacé. » Enfin, à l'époque, on ne parlait pas de l'IA, on parlait de Google Trad et tout ça, mais le problème reste le même. Et en fait, ça fait des années qu'on en parle et la preuve, je suis là et ça va. Après, c'est un problème. Il faut en être conscient, il faut le gérer, il faut ménager la chose. Mais je ne me sens pas particulièrement menacé parce que à partir du moment où on fait bien son travail et de manière consciencieuse, on le fait mieux qu'une machine. Donc je ne me sens pas particulièrement menacé. Après, si demain je me retrouve sans travail à cause de l'IA, peut-être que je changerai de discours. Mais ça me fait peur pour les lecteurs qui vont se faire avoir par des bouquins qui tout simplement ne sont pas bien traduits
parce que telle ou telle personne a voulu faire des coupes en utilisant le logiciel. Mais encore une fois, ce ne sera pas des gens avec qui j'aurais travaillé. Donc ça ne me fera pas de manque à gagner, en tout cas pour l'instant. Et du coup, tu y as un peu répondu, mais pas trop. Quel est plus généralement ton avis sur l'évolution du monde du livre avec l'IA et de manière générale, toutes les nouvelles technologies qui pourraient arriver? Est-ce que tu arrives à te projeter dedans déjà? Non. C'est dur. C'est compliqué, c'est compliqué. Après, moi je trouve que il faut vivre avec son temps. C'est une certitude, mais il ne faut pas que la technologie remplace l'envie de bien faire. Oui, je suis d'accord. C'est juste ça. Après, voilà, la technologie fait partie, et je le disais tout à l'heure, moi, mon objectif, c'est de montrer que il n'y a pas d'image stéréotypée du traducteur, et voilà, elle a envie de dépoussiérer cette image. Vivre avec son temps, ça en fait partie. Les technologies font partie de ce paysage-là. Encore une fois, il faut le faire à bon escient, et puis c'est comme tout. Il y a certains acteurs du livre qui vont le faire de façon exagérée, et d'autres qui vont s'en servir intelligemment. Il faut faire le tri. Voilà, donc il y a du bon, il y a du mauvais. Et c'est comme dans tous les secteurs. Donc voilà, j'ai pas d'avis tranché par rapport à l'évolution de l'édition. Je trouve que voilà, on est dans un monde qui avance, qui change, et il faut l'accepter. Je pense que ça sert à rien d'être réfractaire par rapport à ça. Après, on peut être d'accord ou pas avec certaines pratiques qui se font chez les uns et chez les autres. Mais après, ça n'enlève pas le principe qui est ça se fait. Donc c'est là, il faut faire avec, il faut composer avec. Avant de terminer cette vidéo et de se quitter, parce que clairement, c'était tellement enrichissant et tellement complet, il me reste une dernière question. Ça marche. Parce que je pense, et je l'ai ressenti en tout cas à travers les questions qui m'ont été posées par la communauté, que certaines personnes sont intéressées pour éventuellement devenir un jour traducteur. D'accord. Et du coup, je voulais savoir quels conseils donnerais-tu à des personnes qui souhaiteraient exercer ce métier? Être passionné, ça c'est important. Ne pas avoir peur du contact. Ça peut paraître contradictoire, mais on est dans un métier qui est certes solitaire, mais où on est amené à participer à des salons du livre, parler avec les éditeurs, travailler en équipe avec les correcteurs, comme on le disait avant. Ça demande d'être social et de ne pas avoir peur de l'autre et du travail d'équipe, et je pense que c'est très très important, sans parler bien sûr des capacités basiques comme la maîtrise de l'anglais, de l'espagnol ou de n'importe quelle autre langue, voilà. Mais vraiment le conseil que je donnerais, c'est ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, parce que le client, il va pas venir tout seul. C'est ça le principe, c'est que moi quand j'ai commencé sur la correction, j'ai envoyé je ne sais combien de fois un petit texte pour me présenter sur Facebook à des auteurs auto-édités pour leur dire voilà, je me présente, et puis sur les salons, et puis ne pas avoir peur du rejet. C'est pas parce qu'on vous dit non que c'est un jugement sur le bien fondé de votre travail. Ça peut être tout simplement parce que la personne n'en a pas envie, parce que la personne vous voit arriver en salon et se dit oh là là, il va me sortir un laïus de commercial. Enfin voilà, et puis de se blinder aussi, parce que dans les salons, on peut tomber sur des personnes adorables, et parfois on peut tomber sur des personnes un peu plus sèches, un peu moins adorables, et donc il faut être préparé. En fait, je pense que ça c'est bon pour tout entrepreneur, c'est pas juste le côté traducteur, parce que bon, ce que je peux dire, oui, soyez bon en anglais, lisez beaucoup, faites la veillée professionnelle, tenez-vous au courant des évolutions dans le monde de l'édition, mais vraiment le plus important c'est n'ayez pas peur d'aller vers l'autre, n'ayez pas peur de vous présenter, n'ayez pas peur de travailler beaucoup pour vous faire connaître, et n'ayez pas peur de dire non. Aussi, c'est important. De refuser les propositions indécentes. Choses indécentes ou tout simplement parfois on ne se sent pas prêt. Moi quand on m'a proposé le serpent, je me suis senti prêt à le faire parce que j'avais quelques années derrière moi de traduction. Je ne l'aurais peut-être pas fait dès le début comme ça. Et encore, je l'ai fait aussi parce que je ne savais pas l'ampleur que représentait le projet. Carissa est une auteure
voilà, best-seller. Oui. Donc je ne savais pas quand j'ai accepté le projet. C'est après que ça m'a mis un coup de C'est pression. peut-être mieux de pas savoir. Voilà. Mais voilà, ne pas avoir peur de dire non quand on sent que ça va pas le faire. C'est un conseil qu'on m'avait donné en master. De savoir dire non à des projets où on sait qu'on va pas pouvoir donner notre maximum, et c'est quelque chose que j'applique encore aujourd'hui et qui peut être très bénéfique, parce que un mauvais projet peut avoir de graves répercussions, et en fait c'est bête juste pour ne pas avoir osé dire non. Parfois ça peut être un non, pas tout de suite. Oui. Laissez-moi encore 1 an et demi, le temps de me perfectionner. C'est vrai que chaque projet que tu vas avoir constitue ta carte de visite finalement. C'est ça, exactement. Enfin, ton portfolio plus que ta carte de visite. Et donc du coup, voilà, c'est les conseils que je donnerais. Ne pas avoir peur de se vendre, ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, ne pas avoir peur de parler devant une caméra. Non. Ça, c'est pas dans tous les cas. Plus sérieusement, voilà, ne pas avoir peur d'être humain. Voilà, et d'être dans ce monde de l'édition qui en fait est très humain. Eh bien écoute Loïc, je te remercie. Eh bien c'est moi qui te remercie. C'est un plaisir de t'avoir ici et d'écouter toutes tes réponses. Je pense que ça plaira à plus d'un, je l'espère. J'espère aussi que ça lèvera un peu le voile sur les coulisses de la traduction, qu'on puisse découvrir un petit peu plus ce métier-là qui est, mine de rien, plutôt mystérieux. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous y répondrons avec grand plaisir. Et n'hésitez surtout pas à aller suivre Loïc sur son compte Instagram, je vous mettrai le lien en description aussi. Et n'hésitez pas non plus à lui poser des questions là-bas, à découvrir ses projets de traduction, puisqu'il communique beaucoup dessus également. Et en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo, encore une fois, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!